Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi Guy Barrette. Hey, salut Mario. Il me semble que tu as une petite voix du matin. Tout à fait. On enregistre, on a l'habitude d'enregistrer nos podcasts plutôt en fin de journée ou en tout cas en soirée. Puis là, on enregistre à 8 heures le matin, ce qui est plutôt inhabituel. Oui, 8 heures pour nous, mais pas pour notre invité. C'est ça l'idée, c'est que on est en train d'enregistrer une émission avec un ami de la France, Michel Perfetti. Bonjour Michel. Bonjour, pour moi ici c'est l'heure de la sieste. Ah ben finalement on se rejoint. Voilà. On saura pas qui ronfle. Donc, effectivement, ça fait presque 15 ans qu'on fait le podcast et c'est vraiment une des premières fois qu'on enregistre si tôt le matin. C'est le plaisir de pouvoir utiliser la technologie Internet pour enregistrer à distance. Donc, Michel, toi, tu es sur Paris. Exactement. Nous, on est en Amérique du Nord, sur Montréal. Donc, il y a 6 heures de décalage entre nous deux. Donc, je pourrais faire encore plus tôt, mais c'est vous qui vouliez pas. Non. Parce que toi, il est en milieu d'après-midi, donc Moi, oui, exactement. tu arrives de dîner finalement. Non, dîner là-bas, c'est le soir, Mario. C'est dîner, nous on déjeune à midi. Oui, c'est vrai. Hein? On dîne le soir. Et les subtilités de la langue française. Ouais. Donc, effectivement, tu arrives. Quand on dîne, vous soupez. Ouais, tout à fait. Donc, tu arrives de déjeuner et nous, on se lève et dans quelques... après l'enregistrement, ou si c'est pas déjà fait, on va petit déjeuner, ou au Québec, on dit plutôt déjeuner pour le petit déjeuner. Donc, finalement, on déjeune quasiment tous en même temps. Hein. Ouais, c'est ça l'idée. C'est ça que... Finalement, c'est un cours de langue. de subtilité de la langue française. Michel, écoute, moi je suis content de te revoir comme invité. Je regardais la dernière fois que tu as été invité, c'était en 2015. On avait parlé de Visual Studio Online. Donc, à l'époque, l'outil pour faire du Application Lifecycle Management, donc la gestion du cycle de vie des applications avec l'outillage Microsoft. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on va reparler du même produit, mais qui s'appelle plus du tout ce nom-là. Tu me faisais remarquer que ça fait quoi maintenant? 3 ans de cela? Et il y a déjà eu 2 fois des changements de nom du produit. Et aujourd'hui, on va justement passer l'émission à expliquer le nouveau nom de ce produit-là et surtout le positionnement, là, pourquoi Microsoft renomme le produit une 3e fois. Exactement, là c'est même plus qu'un changement de nom, parce que quand Visual Studio Online a été renommé en Visual Studio Team Services, c'était quasiment que du renommage. Là, on va quand même changer complètement de suite de nom. C'est pas juste là un simple renommage. C'est ce qui explique qu'on veut faire une émission au complet là-dessus, parce que ça aurait été juste une question de renommage. Ça aurait peut-être été une petite nouvelle qu'on aurait faite en quelques minutes. Michel, bon, tu connais l'émission, c'est pas la première fois que tu es notre invité. À l'époque, on profitait de nos rencontres annuelles sur le campus de Microsoft à Redmond pour se rencontrer et enregistrer. Là. La technologie a évolué, on est capable de faire des enregistrements à distance, c'est très bien. Et comme nos auditeurs s'en sont sûrement rendus compte, tu es sur Paris et tu travailles maintenant. Tu es directeur technique chez Selensa. Un cabinet de conseil. Oui, on est dans Paris, on travaille sur l'Île-de-France. On est sur l'agilité, les technos Microsoft, le cloud, mais pas que. Comme Azure, maintenant on est ouvert à un peu toutes les technologies qu'on a chez nos clients. Mm-hmm. Puis toi, c'est un retour chez Selensa, parce que là, tu étais depuis quelques années chez Avanade, mais là, tu reviens chez Selensa. Exactement. Tu as passé toute ta vie essentiellement dans des sociétés conseils
à faire du développement logiciel. Non, au tout début, mais j'ai fait de la start-up. Mhm. Les 6 premières années, je faisais de l'embarqué. Ah oui. On faisait des puces, on faisait le logiciel qui était dedans, donc on faisait du C, et puis du C++ après pour des serveurs à côté, sous Linux. Ensuite, j'ai rejoint une autre cabinet de conseil il y a une douzaine d'années. Puis là, c'est techniquement mon 3e, Mhm. en comptant les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, sans compter la start-up du début. Donc ça fait une douzaine d'années dans le conseil. Et ça doit faire aussi à peu près le même nombre d'années que tu reçois la reconnaissance Microsoft de MVP, justement sur ce qu'à l'époque on appelait Application Lifecycle Management. Je soupçonne que dans la prochaine année, Microsoft va renommer cette reconnaissance MVP-là comme étant expertise DevOps. Il y a des chances. Ça fait combien d'années maintenant? Depuis 2006, je crois. 2006, Donc, oui. Un peu plus que presque 12 ans aussi. Oui. Donc, C'est compliqué parce qu'on a changé les dates en fonction du programme, mais ça doit faire un peu plus d'une douzaine d'années. Je crois que je rentre dans ma 13e année si on compte si on compte les années déjà accumulées. et t'as toujours été, ta compétence au niveau de la reconnaissance MVP, ça a toujours été associé justement avec les outils que Microsoft regroupait sous l'acronyme ALM, c'est-à-dire gestion du cycle de vie des applications. Puis comme, il y a quelques secondes, je disais probablement que maintenant, on va plus appeler ça comme du DevOps parce que c'est vraiment le terme plus moderne qui est utilisé pour ce type d'expertise-là. Oui, c'est un peu le terme maintenant que les clients emploient quand ils parlent de DevOps. Ils veulent des personnes qui industrialisent et qui mettent en production leurs applications. C'est pas vraiment ce qu'on peut entendre par DevOps, mais c'est ce que les clients entendent. Donc, il faut des fois un peu tordre un peu le vocabulaire pour bien comprendre ce qu'ils veulent. Mais oui, c'est un peu la suite qu'on a actuellement. Mm-hmm. Donc, le 10 septembre dernier, donc ça fait moins d'un mois, grosse conférence de presse par Microsoft. Et comme tu disais au début, le premier sujet de la conférence de presse, c'était « Nous allons donner un nouveau nom au produit Visual Studio Team Services ». Et ce nouveau nom, peux-tu nous le rappeler? C'est Azure DevOps. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est pas un seul produit unique, on nous annonce qu'on va faire une suite de produits. Ah oui, ça c'est assez nouveau parce que si on regarde bien un peu l'historique d'où vient Azure DevOps, ça a commencé avec Team Foundation Server il y a une quinzaine d'années. Un peu moins peut-être. Je me rappelle plus la première date de sortie de Team Foundation Server. C'est 2005 et 2005, le produit avait commencé à être développé par Microsoft dans les années 2001-2002, donc on remonte à presque il y a 20 ans, c'est un peu plus même. Oui, c'est ça. Et c'était du tout en un jusqu'au 10 septembre. Oui, et c'est en plus que c'était tout en un à l'époque, c'était un produit serveur que tu devais installer chez toi, qui était même très complexe à installer. Et dans la petite histoire, c'est quand c'était en 2012 que Microsoft a commencé à faire un équivalent de ce produit-là, mais en ligne, sous forme de service sur Azure, qui était le sujet de l'émission qu'on avait fait avec toi en 2015, à l'époque, on a commencé par l'appeler Visual Studio Online, renommé comme étant Visual Studio Team Services. Et si je me trompe, toutes ces années-là, on avait le parallèle, toujours un produit serveur, qui s'appelait toujours Team Foundation Server, et le service en ligne qui s'appelait Visual Studio Team Services, jusqu'au 10 septembre dernier. Exactement. Team Foundation Server, c'était finalement une mise à jour trimestrielle des nouveautés de Visual Studio Team Services, qui eux sortaient des mises à jour toutes les 3 semaines. Mm-hmm. Et là, il annonce que ça va s'appeler Azure DevOps. On nous dit même que ça va être une suite de produits. Mais qu'est-ce qui se passe pour le produit Team Foundation Server? Est-ce que lui continue à s'appeler le même nom ou il y a un alignement aussi? Il y a un alignement. Alors, on peut en discuter. Il va être renommé en Azure DevOps Server. Mm-hmm. Ce qui est assez paradoxal, parce que tu as le nom Azure dans le nom du produit,
Mais on rajoute le mot serveur pour signifier que c'est la version du produit qu'on peut déployer chez soi. Oui, c'est mais alors Totalement ridicule. oui et non, puisqu'on a déjà des composants Azure chez nos clients sur ceux qui ont installé Azure Stack. Mm-hmm. Donc c'est pas finalement si ridicule que ça. Mais il faut pousser un petit peu pour chercher Ouais, OK. Mais oui, c'est assez bizarre. Moi, ça me fait penser, là, Mario, tu te souviens au début, quand Microsoft a sorti .NET au début des années 2000, tout était prénommé de .NET. C'était les .NET Server, les .NET ci, .NET ça. Puis ça a créé tellement de confusion qu'à un moment donné, Microsoft a dû renommer certains des produits. Là, ça faisait absolument aucun sens. Mais là, ce qui semble, Microsoft semble refaire le même pattern. Là. Oui et non. C'est-à-dire que tu as raison que ils veulent mettre l'acronyme Azure un peu partout parce qu'on se cachera pas. Azure, c'est maintenant la vache à lait, c'est la source de profit de Microsoft. En tout cas, c'est là-dessus que Microsoft a engagé son futur il y a maintenant de ça une dizaine d'années. Et bon, on doit reconnaître maintenant que c'était probablement un bon choix parce qu'ils font beaucoup d'argent avec Azure. Mais pourquoi je dis non, c'est que il y a quand même, c'est même si là on l'a pas sous forme de service, c'est plus un serveur, c'est le même produit qui s'appelle Azure DevOps Services que tu installes localement chez toi dans ton organisation quand tu prends le Azure DevOps Server. La distinction par contre, puis Michel, tu pourras me confirmer si je me trompe, c'est que quand tu installes le produit on-premise, c'est-à-dire chez toi, tu peux pas juste prendre une partie de la suite, c'est toute la suite au complet que tu installes. Oui, finalement, c'est visuellement, quand on regarde le nommage, ça a l'air juste cosmétique pour l'instant. Mm-hmm. C'est comme cosmétique. Je pense que c'est juste un alignement pour s'assurer que pour la clientèle qui disent Azure DevOps Server, c'est l'équivalent on-premise du service que je peux acheter sur Azure qui s'appelle Azure DevOps. Mais revenons à la partie justement sous forme de service. C'est que la grande nouveauté, moi c'est ce que je trouve intéressant de l'annonce, Michel, tu pourras me dire si toi tu es d'accord avec ça, c'est le fait qu'on a découpé maintenant le service en une suite de 5 produits. Oui, alors on a alors si on part de l'expression du besoin jusqu'au test et à la production, donc on a les boards, donc Azure Boards pour tout ce qui est Kanban, Scrum, là où on va travailler en équipe pour partager le travail. On a tout ce qui est puis là non, ok, bonne idée. Nommons les 5, après ça on reviendra sur la particularité. On a les repositories, donc Azure Repo. On va avoir Git et FVC. Donc, essentiellement, où on met nos sources. Exactement. C'est vraiment... Azure Pipelines, où là, ils ont intégré la build et le déploiement. Donc, souvent, ce qu'on appelait le Continuous Integration, Continuous Deployment, ici, on utilise le mot pipeline pour... et je pense que dans l'industrie, c'est vraiment le mot qu'on retrouve de plus en plus pour exprimer la capacité de justement déployer les fameuses sources qu'on va avoir construites préalablement en un livrable, puis les déployer sur leur site. Oui, et puis c'est quand même une bonne idée d'avoir fusionné build et release parce que finalement, on fait rarement une build sans release et la build, elle est façonnée pour déployer, donc c'est logique que les deux soient à peu près au même endroit. Puis on parle d'un pipeline parce que c'est vraiment souvent c'est un couloir ou un corridor avec différentes étapes avant de pouvoir dire on s'en va en production avec notre logiciel. Oui, tout à fait. C'est assez interactif. Alors il faut avoir un client assez mature pour pouvoir avoir la même build qu'on va déployer sur plusieurs environnements. Mm-hmm. Mais quand on a ça permet vraiment d'avoir la même build du dev jusqu'à la production. Donc, de maîtriser son processus de déploiement. On va revenir sur Pipeline parce que je pense que c'est vraiment un produit assez unique que Microsoft offre. Donc, après Pipeline, donc on a dit, il y en a Board, on a les codes sources qu'on met dans nos repositories, on a les pipelines. Donc, les deux derniers, ce sont... Il y a les artefacts pour tout ce qui est package. Mm-hmm. Maven, NuGet, Node.
Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler comme quand on veut déployer des librairies ou des DLL. Donc, pas un produit, mais ça peut être un produit final dans un sens, mais quand c'est des librairies, la façon moderne, c'est de déployer sur un engin de gestion de librairie comme NuGet. Et on peut avoir ça maintenant pour soi-même. C'est-à-dire, pas besoin de prendre le NuGet officiel, mais on peut s'en déployer un en entreprise à ce moment-là. Exactement, comme ça nous permet d'avoir nos propres packages et de les réutiliser dans d'autres produits. Et le dernier? On a la partie test manuel qui restait dans VSTS, les Azure Test Plan. Donc, puis qui est quand même un produit intéressant parce que ça te permet de documenter faire ton plan de test et l'exécuter. Soit avec une approche manuelle ou souvent même avec une approche automatisée, parce que ça s'intègre assez aisément avec les outils d'automatisation de test, là, cette suite, ce produit-là. C'est peut-être l'outil le plus dur à utiliser si on regarde sur toutes les sites. Ouais, mais je pense que par définition, quoi qu'on en dise, maîtriser son processus de test pour toutes les organisations, c'est probablement ce qui est le plus difficile à maîtriser, c'est-à-dire surtout à essayer d'avoir des tests automatisés. Tout le monde rêve de maîtriser leur processus, mais c'est pas tout le monde qui réussit à le faire. Non. Donc, on a 5 produits que maintenant on a unifiés sous une suite qu'on appelle Azure DevOps. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été annoncées lors de ce 10 septembre-là? Alors, pour moi, la vraie grosse annonce à côté de cela, c'est le premier vrai lien, à mon avis, l'intégration avec GitHub, depuis le rachat de GitHub, qui montre que Microsoft, ils n'ont pas juste racheté GitHub pour racheter GitHub, ils ont racheté GitHub pour en faire quelque chose de très puissant et de l'intégrer à leurs outils. C'est le fait que quand on a un projet open source dans GitHub, on peut utiliser Azure Pipelines pour builder gratuitement le code source que l'on a public dans GitHub. Et là, tu as dit le mot gratuitement, donc c'est un mot intéressant, c'est-à-dire que Microsoft, ils ont en même temps qu'ils annonçaient que leur produit Azure DevOps s'intégrait avec GitHub, ils ont fait une annonce qui, pour moi, est assez majeure, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que les gens utilisent leur produit avec GitHub, donc ils ont dit comment on enlève la friction, on rend le produit gratuit. Eh oui. Parce que c'est à peu près ça, hein. C'est pas tout à fait gratuit, mais pratico-pratique, c'est quoi? Tu peux avoir jusqu'à 10... un nombre limité. Donc, rappelle-nous donc. 10 builds, 10 opérations concurrentes sur le pipeline. C'est-à-dire qu'imaginons, on peut avoir 5 branches en parallèle pendant que on déploie 5 environnements. En parallèle, c'est-à-dire que tu peux avoir plus de branches, mais 5 projets concurrents, puis que tu peux construire et déployer tes logiciels, puis ça te coûte toujours aucun sou. Exactement, du moment que c'est déployé sur GitHub. C'est ça, parce que... Mais c'est très malin, hein. C'est très malin dans un sens où ils ont racheté GitHub, ils auraient pu se dire, puisqu'on a maintenant ils auraient pu intégrer GitHub dans VSTS ou dans Azure DevOps. Il va falloir qu'on s'habitue. Ouais. Ouais. On va mettre 1 an à s'habituer nous et 2 ans à convaincre nos clients de changer de nom. L'ancien acronyme pour Visual Studio Team Services, c'était VSTS. Donc, c'est pour les experts comme toi, ça va prendre peut-être quelques mois avant de s'appuyer. Surtout qu'il n'y a pas un acronyme pour Azure DevOps. C'est vraiment Azure DevOps, donc c'est assez long à dire. Hein? Oui, c'est pas... Azure DevOps, c'est plus long. Ouais. Mais, ils ont gardé le GitHub, ce qu'ils savaient très bien faire, et ils ont intégré ce qu'ils savaient de VSTS, ce qu'ils savaient très bien faire, c'est-à-dire le pipeline, et ils ont fusionné les deux, ce qui fait que quand on crée un produit open source, il suffit d'utiliser le meilleur des deux. GitHub pour l'open source, du code, et Azure Pipeline pour la build. C'est vraiment un mélange qui est pour dire, quand on fait de l'open source ou du composant, qui est 100% opérationnel. Et tu dis c'est malin parce que Microsoft a reconnu que dans le marché, la compétition du côté pipeline, elle existe, mais elle est pas forte comme par exemple la compétition du côté des boards.
Parce que du côté des tableaux, les boards, ben il y a un produit qui est là depuis plusieurs années, qui est Jira, qui est quand même une compétition très sérieuse. Mais du côté pipeline, la compétition, elle est vraiment pas mature. Non, il y a pas. C'est difficile de nommer des concurrents. Alors, on connaît les Jenkins. Il y a beaucoup de choses qui sont on-premises, mais dans le cloud, c'est pas forcément évident de trouver un équivalent au build plus la release au même endroit et qui soit associé à des boards. C'est ça veut dire que si tu as un projet open source sur GitHub et que tu veux automatiser justement tes déploiements, ben si tu installes un serveur Jenkins, ça veut dire qu'il faut t'installes toi-même le serveur, il faut que tu le gères, tu le manages avec tous les coûts que ça implique. Tandis que là, de façon un peu magique, Microsoft ils disent ben clique un bouton et nous on va te faire toute l'intégration avec Azure et t'as pas besoin t'as pas de coûts. En tout cas, les coûts sont très 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 minimes. C'est juste un coût finalement d'apprendre à utiliser le produit pipeline. C'est là où est-ce qu'ils sont vraiment malins parce que on connaît Microsoft, ils veulent que tu mettes un premier pas dans la porte pour après ça, ou en tout cas ils veulent mettre un premier pas dans la porte pour après ça essayer de vendre leur autre produit qu'ils ont. C'est assez malin. Et d'un autre côté, ce qui est, c'est que je pense que c'est un besoin qui vient de la communauté parce que Microsoft n'a pas attendu de racheter GitHub pour pouvoir intégrer GitHub dans les builds de feu VSTS, parce qu'on pouvait déjà le faire. Oui, effectivement, hein, c'était avant même que Azure DevOps le dise. Et petit à petit, je pense que Microsoft s'est rendu compte que on commençait pas à utiliser VSS comme un seul gros outil, mais on commençait à utiliser certains bout par bout. Et je pense que le découpage en produits séparés, il est venu de là. Puis moi, je pense aussi que je suis assez vieux pour avoir connu l'époque où est-ce que Microsoft Office n'était pas une suite de produits, mais était vraiment un ensemble de produits séparés. Là, on parle début des années 90. Où est-ce que là, tu avais Microsoft Word, tu avais Microsoft Excel. Je pense même qu'au tout début, PowerPoint n'existait même pas encore comme produit. Et je me souviens, quand Microsoft a annoncé la suite Office, à l'époque, leur argument de vente, c'est-à-dire on va unifier les menus pour que d'un produit à l'autre, les menus soient identiques. Mais c'était plus que ça, c'est-à-dire qu'ils avaient reconnu que la décision principale qui faisait qu'une entreprise choisissait un outil de bureautique à l'époque, c'était le tableur. C'est-à-dire, et Excel était le produit numéro 1, donc tout le monde voulait avoir Excel. Et après ça, le second argument, c'était bon, quel sera notre traitement de texte. Mais à l'époque, la question de savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme outil pour faire des présentations, c'était pas un gros, ça avait pas de poids beaucoup dans la décision. Et pour la petite histoire, en tout cas, PowerPoint au début c'était vraiment un mauvais produit, c'est-à-dire que le produit était pas mature. Tous les autres les compétiteurs étaient beaucoup plus matures. Je me souviens, il y avait un produit qui s'appelait Harvard Graphics, qui était très très bon, mais malheureusement ils n'ont pas survécu au phénomène de la suite. Aïe. Ça te rappelle des souvenirs, hein? Ça date pas d'hier. C'était l'époque où Lotus avait encore une suite. Ben oui, Lotus aussi. Et c'était la grosse compétition, c'était et même à l'époque, Lotus avait pas parti une suite, c'est qu'ils ont pas eu le choix de faire une suite quand Microsoft a fait ça, mais ils ont complètement changé la façon de faire la compétition sur les outils bureautiques parce que effectivement, ils savaient qu'il y avait un produit gagnant qui était Excel, qui leur permettait de toujours être la suite qui était sélectionnée. Et là, je pense que Microsoft a compris la même chose avec leurs produits DevOps, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que le pipeline, c'est le produit que tout le monde veut et que personne offre, que la compétition est pas très, très féroce. Un peu comme à l'époque, tout le monde voulait un tableur, un Excel. Et là, ils se disent, ben, mettons, commençons à faire en sorte que les gens utilisent notre pipeline sur Azure. Et ensuite, au fur et à mesure, ils vont peut-être adopter Board ou ils vont adopter Artifacts. Surtout Artifacts, c'est aussi un autre produit qui n'a pas tant de compétition que ça, hein, de pouvoir déployer vers NuGet ou d'autres engins de librairie. Est-ce que je me trompe, Michel? Ah, il y en a quelques-unes, mais c'est, je pense que l'autre avantage qu'a Microsoft, c'est que derrière, via le licence MSDN, on a accès à beaucoup de choses gratuites qu'on aurait à payer si on devait prendre des produits séparés.
Ça aussi, ça a renforcé aussi leur offre MSDN, qui est leur Microsoft Developer Network, qui est essentiellement, on vous offre tous les outils que vous aurez besoin, Microsoft pour être capable de pouvoir faire du développement. Et bon, depuis quelques années, l'offre MSDN, elle est associée avec du temps sur Azure, c'est-à-dire des minutes gratuites Azure. Et là, ça bonifie encore plus cette offre-là. Ils auraient pu dire, on aurait pu avoir 5 produits moyens parce que pris séparément, on peut pas faire grand-chose, mais finalement, chaque produit est assez bien indépendant les uns des autres. Et ils ont quand même réussi à garder cette indépendance et la complémentarité, parce qu'on peut très rapidement prendre un code source dans Azure Repo, le builder, faire un déploiement d'un package dans NuGet local, sans passer par du paramétrage externe, parce qu'on se dit c'est des produits séparés. Dedans, les produits se connaissent entre eux, donc on peut avoir les avantages à les taper dans d'autres outils, et en même temps, et l'avantage si on reste dans la suite Azure DevOps, de l'intégration. Donc c'est à la fois ouvert et à la fois intégré. Donc on va voir s'ils continuent à garder ces deux modes-là en parallèle. C'est ouvert aussi parce que dans le sens que mettons que une organisation utilise Jira pour gérer tout leur tableau, tout leur board, c'est-à-dire leur tableau Kanban et tout. Ils peuvent aisément associer Jira avec la pipeline de Azure DevOps. Et ça va fonctionner. C'est là où est-ce qu'il y a aussi une nouveauté. Et puis aussi, si on regarde de l'autre côté, côté déploiement, on n'a pas forcément de l'Azure. On peut avoir facilement de la AWS. Donc c'est pas parce qu'on est dans Azure DevOps qu'on va forcément déployer dans Azure. Je sors d'un projet où on avait Azure DevOps, puisque ça a été renommé. On continue à travailler dessus. On avait des serveurs qui étaient dans Azure et des serveurs qui étaient chez le client. On avait juste des agents qui installaient en local. Et on faisait Azure DevOps, c'était l'orchestrateur. T'as raison, hein, parce que c'est pas parce que l'orchestrateur roule sur Azure qu'il était obligé de déployer vers Azure. Tu peux déployer même c'est surtout sur des applications mobiles, vers Apple ou vers Google. Et tu peux déployer vers Linux. La cible est n'importe quelle. À peu près toutes les cibles possibles sont supportées par Microsoft, là. Ouais. D'ailleurs, je crois que là, ils ont annoncé il y a pas longtemps, je crois que c'est plus de la moitié des VM sur Azure, maintenant, c'est du Linux. Ouais, 50% et plus. Donc, ça en dit beaucoup sur on n'est plus dans un monde homogène. L'informatique est très hétérogène. On le savait depuis plusieurs années avec la prolifération des types d'ordinateurs que les utilisateurs utilisent, que ce soit des téléphones Google, Apple, mais on le voit aussi même du côté serveur, là. C'est vraiment une réalité. Et moi, je revenais un petit peu au niveau des 5 grands silos là, produits là, de Azure DevOps. On a Boards, Repo, Pipelines, Test et Artifacts. Est-ce que je pourrais n'utiliser qu'un seul de ces produits-là? Et est-ce qu'il y a un modèle de pricing par produit? Alors, pour l'instant, le 10 septembre, on a eu l'annonce du redécoupage du produit et on est encore en pleine transition chez nos clients. Par exemple, j'ai des projets qui sont déjà passés au visuel Azure DevOps et j'ai des projets qui sont toujours sous l'ancien graphisme, celui de VSTS. Donc on est encore un peu dans VSTS, on n'est pas totalement dans Azure DevOps. Donc pour l'instant le modèle, je pense que c'est celui de VSTS et celui d'Azure DevOps, il va se clarifier petit à petit quand on va se rapprocher du moment où ils vont appuyer sur le bouton en disant maintenant c'est totalement Azure DevOps. Donc je pense que la vision de Microsoft, c'est qu'ils veulent à un moment donné charger juste pour un produit, donc le prix va être moindre. Mais aujourd'hui, si on regarde le pricing, je pense que c'est encore toujours pour la suite au complet, mais on parlait de quelques dollars, en tout cas en euros, je sais pas comment est-ce que ça donne, mais tu payais un certain nombre de dollars si t'as pas une licence MSDN donc c'est clair que Microsoft veut aller vers ça, mais là, il faut qu'ils fassent la transition eux-mêmes. Ça va prendre probablement plusieurs mois avant que tout soit très, très clair au niveau du pricing. Mais, comme dit Mario, on avait déjà des produits où on pouvait payer
par personne, comme la partie test, quand on n'avait pas une souscription à MSDN Entreprise, et même la partie packaging, elle était payante. Il suffisait de relier notre souscription à VSTS et on pouvait acheter directement dans Azure des utilisateurs pour accéder à ces éléments-là. Donc le pricing, à mon avis, il va se finaliser petit à petit, et je pense que Microsoft là est plus préoccupé par le découpage des produits visuellement et de l'interaction, et le financement va arriver un peu après, parce que finalement tous les utilisateurs de VSTS utilisent pour l'instant toutes les parties, puisque c'est ce qu'on avait le 9 septembre et ce qu'on a toujours. Je pense que le produit qui va avoir besoin d'un peu plus de retravail pour la partie pour le rendre vraiment en mode solo, c'est le produit Board, qui avant était très intégré, et je pense là, en tout cas, Microsoft faut qu'ils se posent des questions aussi, parce qu'ils ont un produit un peu compétiteur qui s'appelle Planner sous Office 365. Et là, je pense que tout va se réintégrer sous une seule offre dans le futur. Pour l'instant, Board existe, c'est quand même un bon produit qui est, au niveau du prix, est moins cher que la compétition, mais la vraie annonce en septembre, c'était surtout en tout cas l'emphase a été mise sur Pipeline, parce que c'est vraiment là où Microsoft voit un réel besoin, puis où est-ce qu'ils peuvent satisfaire une réelle souffrance chez les donc ça, c'est le produit phare, là, si je comprends bien, là. Mais je rejoins Mario sur le board, en disant que je pense que c'est là où ils vont mettre le plus d'efforts. Parce que jusqu'à présent, quand on avait les boards intégrés dans VSTS, on disait que les boards c'était bien parce que c'est intégré à la build, c'est intégré au déploiement. Là, maintenant, s'ils commencent à livrer juste le board tout seul et LP tout seul, il va rentrer en directe concurrence avec des produits comme Jira. Et là, les gens vont pouvoir commencer à comparer fonctionnalité par fonctionnalité, ce qu'on pouvait pas faire avant, parce qu'on avait beaucoup plus, parce que c'était Jira contre VSTS. Là, ça va être Jira contre Azure Boards. Donc, ils vont devoir s'aligner, à mon avis, sur certaines fonctionnalités de Jira pour pouvoir être compétitifs s'ils veulent vendre du Azure Boards séparément. Tout à fait. Et je pense aussi que ce que ça va donner, peut-être que là, les gens vont... Parce une des forces que va avoir Microsoft, que Jira va toujours avoir un peu de difficulté, c'est la traçabilité complète. C'est-à-dire que si tu es dans un board et que tu veux attacher avec tes builds, ton pipeline et tout, aujourd'hui, le produit de Microsoft, lui, il te donne cette traçabilité complète. Ce qui est pas le cas si tu décides d'utiliser Jira, parce que là, tu perds un peu de traçabilité. Et j'ai l'impression que Microsoft va jouer là-dessus en disant, si vous voulez avoir, par exemple, prenez un requis, une exigence, et savoir tout le code source qui a été changé, si tu gères tes exigences avec Jira, ça sera probablement possible, mais beaucoup plus ardu que si tu avais utilisé le produit board de Microsoft. Puis c'est là où est-ce que ils vont peut-être pouvoir différencier leur offre, mais les gens en premier lieu vont comparer les fonctionnalités des boards tout court, parce que la traçabilité pour beaucoup d'organisations, c'est pas encore un requis très très fort, parce que ça prend beaucoup de maturité pour vouloir avoir ce type de requis-là. Et je reviens un petit peu au niveau du pricing. Je suis sur le site de Azure DevOps, puis je vois bien que il y a comme on peut se procurer la suite. Donc il y a un pricing pour la suite des 5 produits. Puis il y a un pricing pour Artifacts, pour Testplan, pour les pipelines aussi. Donc il y a comme on peut y aller à la carte là. Il semble qu'on va pouvoir y aller à la carte, puis aussi comme la suite là, comme Office là, la suite des 5 produits. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est quand même les mêmes pricing que VSTS qu'ils ont renommé, parce qu'on. Ouais. Moi je confirme que c'est pour l'instant c'est ça. Puis ils vont au fur et à mesure faire évoluer le produit. De toute façon, c'est la réalité maintenant d'offrir un service et non plus un logiciel que tu achètes sur une tablette, comme c'était le cas dans les années 90. C'est que même le pricing est toujours en perpétuelle évolution, un peu comme le logiciel ou le service est toujours en perpétuelle évolution. Ça permet de... Et il s'adapte à la réalité exactement, du marché. ça permet de la concurrence puis des baisses de prix. Michel, je revenais un petit peu sur ce que tu as mentionné brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire que tu mentionnais que tu avais des clients sur VSTS,
puis il y a comme eu une migration automatique. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors, c'est pas vraiment une migration automatique, c'est que actuellement, on peut activer le visuel de Azure DevOps avec des feature flags. Mhm. Donc, j'ai des clients qui ont pas encore activé le nouveau visuel et qui sont sur l'ancien format. Puis pourquoi Microsoft a fait ça, c'est qu'ils voulaient pas du jour au lendemain que tous les clients leur interface change puis qu'ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Donc c'est plus le client qui décide quand est-ce qu'il veut changer de visuel. Exactement. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme ça a été pour les builds quand on est passé dans le nouveau modèle. On va arriver à un moment donné où il y aura un point de non-retour et ils vont activer le visuel pour tout le monde. Là, on parle de visuel. Là, au niveau des fonctionnalités, on perd rien. Oui, pour l'instant, oui, c'est que du cosmétique. Okay. Je pense que l'approche que Microsoft va vouloir faire, c'est qu'ils vont garder le vieux visuel pendant au moins une année, sinon plus. Et ils sont conscients que au fur et à mesure que des projets se terminent, ben de toute façon, quand on recrée un nouveau projet, ben c'est le nouveau visuel qu'on t'offre. Donc, à la fin, quand il restera que peut-être 10 000 ou 100 000 projets, ben là, Microsoft va un par un discuter avec les clients pour dire ben on vous incite grandement à passer au nouveau visuel, mais ils vont le faire quand il restera presque plus d'utilisateurs sur l'ancien pour que ça soit pas qu'ils veulent pas se retrouver finalement à faire les premières pages des journaux techniques et les gens se mettent à se plaindre en disant ah Microsoft a tout changé sans nous demander notre avis et tout. Déjà, je crois que sur TFS 2019, le nouveau visuel sera dessus. Je crois pas qu'ils livrent les deux. Ça, c'est intéressant que tu parles de TFS 2019, c'est-à-dire qu'on vient de dire, ça va s'appeler maintenant Azure DevOps Server. Il faut me laisser encore un an pour m'habituer. Mais je serais, moi, je suis pas mal sûr que quand on va regarder le produit TFS 2019, peut-être que au début, on va te parler de Azure DevOps Server, mais on va trouver l'acronyme TFS encore dans le produit beaucoup, hein. Ça va prendre des années avant qu'ils réussissent à faire disparaître toutes les références à l'ancien nom TFS qui est là depuis 15 ans. Donc, et je crois qu'il y a encore des clients qui vont appeler ça TFS même quand on sera rendu en 2025. Ça me fait penser un petit peu au passage de l'ancien portail Azure au nouveau portail là, qui s'est fait sur une longue période de temps, puis tu avais encore certains features qui étaient disponibles seulement dans l'ancien portail, qui ont été migrés. Comme la Directory. Ouais, qui ont été migrés directement. Les nouveaux features, les nouvelles fonctionnalités étaient intégrées dans le nouveau portail. Puis quelquefois, il fallait balancer là, entre les deux portails. J'ai l'impression que ça va être un petit peu ce même pattern là qu'on va retrouver. Ouais. Moi, je préférerais qu'un jour, du jour au lendemain, ils nous disent maintenant on change parce que ça sera plus facile. À un moment donné, il faut que les gens s'habituent. Et je pense que d'ici 3 mois, 4 mois, quand le message sera bien passé, il y a déjà eu un gros événement Microsoft qui est passé. Je pense que l'éducation va se faire petit à petit cet hiver, mais je pense que si au printemps ils n'ont pas encore activé la nouvelle et avoir la possibilité de passer en l'ancien format, eux-mêmes ils vont se bloquer parce que ils vont devoir travailler sur 2 interfaces en même temps, donc c'est pas très bon côté performance. Ouais. Mm-hmm. Et j'ai l'impression aussi la compétition parce que, entre autres, du côté board, Jira, c'est un compétiteur très sérieux. Ils n'auront pas le choix parce que eux aussi, les gens de Jira vont faire évoluer leurs produits. Puis, comme tu dis, pour garder la parité puis continuer à compétitionner, ils n'auront pas le choix à un moment donné de dire ben faut que vous soyez dans la nouvelle interface parce que sinon, la vieille interface... mais je suis curieux ici, là, que tu parles de compétition avec Jira pour les boards, mais sur l'ensemble du produit, donc avec Azure DevOps et l'acquisition de GitHub, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut concurrencer Microsoft? Non, mais si quelqu'un a juste besoin des boards... Et que d'un côté on est une équipe sur Git qui migre juste les builds et qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux, entre les boards et le source, il n'y a pas trop d'intérêt à migrer les Jira vers Azure Boards s'il n'y a pas d'intégration entre les deux. Ouais.
Oui, mais pour l'ensemble des produits, Ah non. est-ce qu'il y a un compétiteur? Bah, je crois pas qu'il y ait beaucoup de concurrents qui fusionnent les trois. Je crois qu'Atlassian, ils ont rajouté, c'est ceux qui se rapprochent le plus, puisqu'ils ont Bitbucket pour les sources. Mhm. Ils ont Ouais. Confluence pour le wiki. D'ailleurs, le wiki, c'est marrant, c'est qu'il est dans aucun des 5 produits. Non. Et ben, on sait que Microsoft travaille quand même sur un wiki, donc c'est peut-être un produit qu'on va voir apparaître dans le futur. Ouais. Parce que pour l'instant, si on regarde, j'ai Azure DevOps sous les yeux, le wiki, on pourrait se dire qu'il est dans repo puisque il est hébergé dans des repositories. Mhm. On peut se dire qu'il est dans les boards parce que c'est quand même du fonctionnel. Mais en fait, il est dans Overview, il est en dehors des 5 produits. Mhm. Tout à fait. Puis probablement Il est avec les dashboards. que c'est comme ça parce qu'ils considèrent que leurs produits, essayer de compétitionner Confluence, faut que Microsoft, ils ont du travail à faire, là. Donc, c'est probablement ce qu'ils vont faire dans les prochaines années, c'est travailler fort pour vraiment faire un wiki de classe mondiale et là, après ça, l'offrir comme produit. Parce que Confluence, c'est quand même un très bel outil. Oui, effectivement. Mais Guy, ta question est très pertinente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un produit compétiteur qui fait une suite complète comme ce que fait Microsoft. Puis surtout, on aurait pu s'attendre de ça des gros joueurs qui sont avec des offres qui compétitionnent Azure. On pense à Amazon ou Google. Et ces compagnies-là, historiquement, ont jamais été des grands fabricants d'outils. Je vais nuancer, là. On peut pas négliger ce que Google est une grande organisation. Mais en tout cas, ils ont jamais été très présents dans l'écosystème DevOps. Et c'est ce qui explique qu'il n'y a pas d'offre compétitrice qui vient de ce côté. Et donc, c'est un positionnement assez unique que Microsoft a et qui utilise à bon escient pour essayer d'amener le maximum de leurs clients ou de leurs non-clients, mais qui sont aujourd'hui sur GitHub, vers la plateforme Azure. Parce que eux voient ça comme étant un point d'entrée, t'es sur GitHub, t'as jamais utilisé aucun produit Microsoft, et même peut-être il y a de la mentalité de ton organisation, c'est de haïr Microsoft, mais là, avec l'offre du pipeline, ça devient intéressant de peut-être l'essayer, même si tu serais très rébarbatif à vouloir le faire. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les derniers mois, c'est-à-dire que des gens qui ont jamais utilisé aucun produit Microsoft se mettent à utiliser Pipeline et là commencent à dire ouais, ok, j'aime pas Microsoft sauf leur Pipeline. Puis après ça, j'aime pas Microsoft, mais j'utilise Visual Studio Code. Puis... Et maintenant, on peut dire j'aime pas Microsoft, mais mes projets sont sur GitHub. Ouais. On a le droit de le dire maintenant. Oui, tout à fait. Et ça, je crois qu'il y a des gens comme ça qui, jusqu'à leur mort, n'aimeront pas Microsoft. Mais pour Microsoft, je crois que c'est pas ça l'enjeu. C'est les jeunes, les nouveaux développeurs, c'est d'aller les chercher, les amener dans l'écosystème Azure, qui, comme on le sait, c'est un écosystème totalement... ça appartient à Microsoft, mais tu choisis, tu peux prendre Azure pour faire du développement Android et tu choisis ton propre poison. C'est en plein ça. Et techniquement, maintenant, quand on fait du .NET, on fait de l'open source. Mm-hmm, parce que quand je fais une application ASP.NET Core, je peux la développer dans Visual Studio Code. Ça marche très bien. Et ASP.NET Core, c'est totalement open source. Oui, tu peux le déployer sur Linux. C'est même beaucoup plus open source que Java, pardon. Mm-hmm, tout à fait. Mais je pense que peut-être qu'avec le temps, cette image-là de solution propriétaire va cesser de suivre Microsoft, mais malheureusement pour eux, malgré que ça va leur suivre pour plusieurs années, là, quoi qu'il en soit. Donc. Oui, je pense. Ils ont mis 20 ans à se faire faire cette mauvaise réputation. Je pense qu'il leur faudra 20 ans pour revenir en arrière. Mm-hmm. Oh, et des compagnies qui ont bonne presse, mais qui ont des solutions plus propriétaires à quelque part. Tu as nommé Java pour pas nommer. Eux continuent à peut-être avoir moins de pression de la communauté pour être plus open source, mais ça c'est la nature
C'est probablement le défi que va toujours avoir une organisation qui est parmi les plus grosses organisations qui fabriquent du logiciel. Bah, Les leaders sont toujours plus sous la loupe. Exactement. Et si on regarde bien, Microsoft, c'est quand même une position unique. Ils sont à la fois éditeurs de logiciels, avec la suite Office, Windows, les serveurs. Ils sont à la fois éditeurs d'outils de développement. On prend tout ce qui est Visual Un très grand éditeur. Et en même temps, ils utilisent leurs propres outils pour faire tout ça. Que ce soit pour Azure, que ce soit Azure DevOps pour développer. Je crois que c'est la plus grosse organisation sur Azure DevOps. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est important ce que tu dis. Ce que tu dis, Michel, c'est que Azure DevOps, ce n'est pas un produit que Microsoft offre et qu'il n'utilise pas à l'interne. Le plus gros client aujourd'hui d'Azure DevOps, c'est Microsoft eux-mêmes. Exactement. Ils ont 60 quelques mille employés, donc facilement une vingtaine de milliers de développeurs qui sont sur Azure DevOps à tous les jours. Sans compter le nombre qui sont passés sur Git. On trouve assez facilement des vidéos des équipes de développement d'Azure DevOps qui parlent des migrations des équipes Windows sur Git, même sur le feu VSTS. Donc, quand on a un plantage en Azure, Microsoft est impacté comme nous. On n'est pas juste, ouais. On est sur les mêmes plateformes. Les serveurs, on est au même endroit. C'est assez intéressant et c'est assez rassurant, je pense, pour les clients quand ils disent c'est pas qu'un outil qu'ils vendent et qui font que du monitoring, donc ils sont pas impactés. Si on est impacté, ils sont impactés comme nous. Mm-hmm. Effectivement. Puis ça démontre quand même aussi la profondeur du produit, c'est-à-dire que oui, c'est un nouveau nom, donc les gens qui seraient peut-être pas familiers diraient Azure DevOps, nouveau produit, et pas vraiment nouveau produit parce que ça fait depuis 2010 que Microsoft travaille sur leurs produits sur Azure. Ils l'ont annoncé officiellement en 2012 avec un offre commerciale 2013, oui, je crois, ou 2014. Je crois, oui, on est dans ces eaux-là, oui. Donc on parle d'un produit quand même assez mature et sur lequel il y a des millions de personnes qui l'utilisent à tous les jours. Donc, et la beauté de moi, ce que je trouve super intéressant, c'est l'intégration avec GitHub. Peut-être qu'on a passé vite sur ce point-là, c'est-à-dire que si vous hébergez un projet sur GitHub, il n'y a aucune raison pour pas utiliser le produit Pipeline. Parce que le source, tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Il faut le compiler, il faut le packager, il faut le livrer quelque part, que ce soit sur un site web ou dans des NPM si c'est du JavaScript ou NuGet si c'est du .NET. Mm-hmm. Donc tout ça, il faut le faire, il faut l'automatiser quand on fait de l'open source. Parce que le peu de temps qu'on a, on vaut mieux l'avoir pour développer plutôt que de faire de la build et du packaging. Tout à fait. Écoute, je pense que ça fait le tour de l'annonce. Guy, t'avais-tu une autre question? Oui. En fait, si pour quelqu'un qui nous écoute là, qui a pas encore utilisé Visual Studio Online ou VSTS ou whatever le terme là, en fait Azure DevOps, comment on peut commencer là sans rien payer là? Alors sans rien payer, si cette personne a déjà à mon avis un repo sur GitHub. À mon avis, la première chose à essayer, c'est la build et le pipeline de release sous Azure DevOps. Je pense que c'est le premier truc à essayer. Et Michel, tu me confirmeras, mais l'offre initiale qui était que les 5 premiers utilisateurs sur Azure DevOps, c'est gratuit, ça demeure. C'est-à-dire que les équipes de moins de 5 personnes vont toujours pouvoir utiliser Azure DevOps au complet sans avoir à débourser aucun sou. J'ai pas vu d'annonce dans l'autre sens. Ah oui, c'est clairement indiqué sur la page. Pour une petite équipe, là, jusqu'à 5 utilisateurs, t'as le produit au complet, là, sans limite, là, totalement gratuitement. Fait que pour les petites équipes, les petites startups, écoute, c'est tout à fait génial. À mon avis, la seule vraie concurrence qu'on a, c'est les repos privés GitHub et Azure Repo, où là, on a une compétition, puisqu'on a la même fonctionnalité des deux côtés, c'est-à-dire du Git en privé. Ouais. C'est là où on a de la compétition un peu entre les deux, si on regarde la différente suite de produits de Microsoft finalement.
Mais on s'entend que les gens qui créent des projets GitHub, la majorité, c'est des projets open source. Et là, il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'effectivement, GitHub avait de plus en plus d'offres privées. Oui, comme GitHub Entreprise. On va voir ce que ça va devenir. Mm-hmm. C'est marrant, la situation actuelle. C'est une anecdote que j'avais chez un client où on était une équipe où il y avait une grosse scission entre Java et Microsoft. Et du côté Microsoft, on utilisait VSTS. Et du côté Java, ils voulaient absolument du Jira. Et comme ils voulaient pas de Microsoft, ils avaient acheté du GitHub Entreprise. Mm-hmm. Donc maintenant, ils voulaient pas de Microsoft, mais ils en ont quand même. Ouais. Ben, lors de l'annonce que Microsoft a acheté GitHub, pour beaucoup de gens, c'était un choc parce que même s'ils ne le voulaient pas, du jour au lendemain, ils se retrouvaient à utiliser un produit Microsoft. Oui, Et, c'est ça fait très querelle de clocher. C'est totalement, comment on peut dire, c'est pas rationnel. Ouais, mais j'aime l'approche de Microsoft où ils veulent garder GitHub comme une compagnie ou une société là séparée complètement pour faire une coupure là très nette là entre les sociétés là. Non, ils ont raison parce que c'est GitHub a un rôle tellement important qu'il faut surtout pas le mettre sous le giron d'une entreprise privée, quelle que soit l'entreprise privée. Que ce soit Microsoft ou une autre, c'est bien qu'elle soit indépendante parce que elle a tellement un rôle social au niveau open source qu'elle mérite cette indépendance. Mm-hmm. Ouais. Puis pour ceux qui étaient sceptiques au début, je pense quelques semaines après l'annonce de l'acquisition, GitHub a annoncé que certains de leurs outils qui étaient internes, donc qui étaient privés, allait devenir open source du jour au lendemain. Puis là, ça a comme rassuré, puis ça a même étonné beaucoup de gens. Tout à fait. Mais on le sait plus, mais enfin, les gens le veulent pas le voir peut-être, mais Microsoft c'est l'un des plus gros contributeurs sur GitHub, même je crois sur Git. Linux c'est un gros contributeur aussi. Les gens ont toujours l'image de toute façon, et ça je pense que quelle que soit l'année quand on refera le podcast ensemble sur le énième renommage de Visual Studio DevOps. Parce que Microsoft sera toujours vu comme le Microsoft du début du .NET où on faisait du SOAP, du Windows Server et des pages web spécifiques. Ben, les gens ont gardé cette image et ont du mal à admettre que l'image a changé. Ou que la réalité même a changé, parce que c'est pas juste l'image, là, on parle vraiment d'une situation réelle. L'organisation Microsoft tout court a changé beaucoup dans les derniers 5 ans. Là. C'est majeur. Ouais, vive Satya! Et si vous regardez d'ailleurs, parce que je l'ai vu parce que j'étais sur un projet React, le nouveau portail d'Azure DevOps est en React. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah non, moi j'ai pas remarqué. Mais parce que comme j'ai les outils dans Chrome, j'ai un plugin React qui nous dit quelle version de React c'est, ça me permet de débugger et il s'est activé quand je suis arrivé sur Azure DevOps. Les nouveaux les développements d'Azure DevOps sont en React. Donc c'est quand même un framework open source. Donc ils développent leur outil central de développement sur un framework qui est géré et originaire de Facebook. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est ça le nouveau monde. Et Azure DevOps est maintenant une composante de ce nouveau monde-là. Et c'est pour le mieux, je crois. Michel, on te remercie. Je crois que ça donne un bon survol là, de cette annonce-là qui, selon moi, est une annonce importante. Et Absolument. puis, ce qui est intéressant, c'est que ça se jumelle avec l'annonce quelques mois plus tôt de l'achat de GitHub par Microsoft. Là. Donc, tout est dans tout, comme on dit souvent. Ouais. D'ailleurs, pour terminer, si on devait rajouter un dernier truc, on dirait pas. On peut aussi builder maintenant sous Linux, sous macOS et sous Windows. Mm-hmm. C'est-à-dire que si j'ai un projet Mac sur GitHub, j'ai des serveurs macOS dans Azure disponibles gratuitement pour builder mon soft. Et ça, il y en a pas partout. Effectivement. Il y a presque personne qui a fait ça. Je crois que c'est les seuls. Ce sont les seuls.
Mais Michel, on te remercie beaucoup. Oui. Ben, merci à vous. Oui. Et nous, on va terminer l'émission là-dessus en souhaitant une bonne programmation à nos auditeurs. Puis, on va vous revoir le mois prochain avec d'autres sujets aussi intéressants. Au revoir. Au revoir.